Alors, merci. Donc, je vais parler un petit peu d'une situation certes rare, mais peut-être à connaître parce que ça pourrait sauver des personnes qui peuvent avoir des AVC majeurs. Cette situation, c'est celle de pouvoir les opérer sous forme d'une craniectomie, particulièrement au cours de l'accident cérébral sylvien malin, parce qu'il y a d'autres indications à la craniectomie, toujours en matière de pathologie cérébrovasculaire, mais c'est un focus sur les infarctus sylviens malins. Alors, d'abord, quelle est la problématique des infarctus sylviens malins? Ben, d'abord, ça représente globalement 10% à peu près des AVC supratentoriels, donc c'est assez fréquent, et c'est la première cause quand même des décès précoces, c'est-à-dire entre l'installation et J7, et cette mortalité, on va dire, en dehors d'une chirurgie, d'une craniectomie, ça avoisine quand même les 80% sur les essais cliniques, ce qui est énorme. Et aussi chez les survivants, les 20% survivants, ben, ils ont un pronostic fonctionnel très mauvais. Alors, qu'appelle-t-on déjà un infarctus sylvien malin? C'est généralement une ischémie qui est totale ou subtotale du territoire de l'artère cérébrale moyenne. Ça touche bien sûr la région profonde des noyaux gris centraux, mais aussi la région corticale. Et chez certains patients, on sait que l'ischémie, l'atteinte maligne de territoire de l'ACM pourrait même contribuer à une atteinte de territoire adjacent tel que l'atteinte de la cérébrale antérieure, c'est tout à fait possible. Alors, bien entendu, on devine, on comprend bien que ce genre de patients, ils ont une clinique très sévère avec généralement un score INIH qui est supérieur à 15 pour une atteinte d'hémisphère mineur et supérieur à 20 parce qu'il y a l'aphasie qui est surajoutée au cours de l'atteinte d'hémisphère majeur. Et toutes les problématiques, c'est que au cours des AVC sylvien malin, ben on a de l'œdème, on a des lésions primitives liées à l'ischémie, mais aussi cet œdème va augmenter, entraînant des lésions dites secondaires de par le processus d'hernie qui est possible, mais aussi de l'hypoperfusion conséquente qui est secondaire. Alors, c'est dans ce cas de figure, bien sûr, la craniectomie décompressive est indiquée et on voit clairement que, par exemple, une fois on ouvre le crâne des patients qui ont des AVC sylvien malin, bah, automatiquement, la pression intracrânienne diminue et lorsqu'on ouvre aussi la burmère qui fait partie intégrante de ce geste, bah, la pression est réduite davantage. Alors, un petit rappel un petit peu de la phénoménologie de ce qui se passe au cours de l'AVC sylvien malin. Bah, d'abord, il y a un œdème cytotoxique qui est d'emblée, dès les premières heures, qui est même à la base du diagnostic sur l'IRM de diffusion avec un ADC bas. Mais généralement, à partir de G2, ce qui est intéressant, c'est en plus, il y a un œdème vasogénique, en plus de l'œdème cytotoxique. Et cet œdème vasogénique va aussi participer à un effet de masse très important. Et du coup, comme ça a été représenté, le maximum de la mortalité, c'est généralement autour de J3, G4 avec un pic à J3. Et généralement, il y a trois situations possibles lorsqu'il y a un AVC sylvien malin. La première, c'est qu'il y a une aggravation rapide de l'œdème qui va mener à un engagement temporal qui est mortel. Alors, chez certains patients, probablement les plus âgés avec l'atrophie, bah, ça va se compenser. Il y a un certain équilibre qui va s'installer avec une possibilité d'amélioration par la suite. Et puis, certains patients peuvent avoir une aggravation retardée qui est finalement et souvent liée à une transformation de l'hémorragique assez fréquente dans ce cas de figure. Certains patients peuvent même avoir une extension de l'infarctus, généralement sous forme d'une rechute précoce. Alors, quels sont les éléments prédictifs d'un infarctus sylvien malin? Alors, c'est finalement la définition même de l'infarctus sylvien malin. Ben, c'est assez fréquent chez les sujets jeunes. On comprend bien parce que la trophicité, le parenchymateuse est bonne, donc le risque d'avoir un œdème qui va occuper l'espace, entraînant une hypertension intracrânienne est important. Bien entendu, la sévérité du déficit neurologique initial, chaque fois que c'est sévère, ça suggère un infarctus sylvien malin, mais aussi un signe qui est important, c'est des patients généralement qui ont des troubles précoces de la vigilance avec une déviation des yeux,
Souvent, les patients qui ont un infarctus sylvien malin, ils ont du trouble de la vigilance qui s'installe après le déficit moteur, à différencier par exemple des occlusions du tronc basilaire qui ont des troubles de la vigilance qui sont assez fréquemment inauguraux. Et puis, par la suite, un des signes, en tout cas de l'évolution spontanée des infarctus sylviens malins, c'est les signes d'engagement qui sont généralement tardifs après la 48e heure. Alors, que peut nous aider un petit peu l'imagerie pour définir ou même probablement prédire un infarctus sylvien malin? D'abord, si on arrive à faire de l'IRM, ce qui est beaucoup plus intéressant, il y a des logiciels un petit peu qui mesurent le volume de l'ischémie. Et là, puisque c'est un processus dynamique, le volume, il doit être mesuré selon le nombre d'heures qui sont déjà passées par rapport au début de l'ischémie. On retient par exemple 145 cc avant la 14e heure. C'est un bon facteur prédictif de l'ischémie. Si on ne fait pas d'IRM, ce qui est assez fréquemment le cas, on fait seulement un scanner. Et du coup, chaque fois qu'il y a une clinique sévère avec des anomalies précoce et étendue sur le territoire de l'ACM, ça suggère un infarctus sylvien malin. Aussi, si on fait de l'imagerie vasculaire, une occlusion de la proximalité de l'ACM, par exemple, souvent un M1, ça suggère aussi la survenue d'un infarctus sylvien malin. Alors, tous ces éléments sont intéressants à connaître parce que pour faire... voilà, désolé pour cet incident. Alors, un petit peu une diapositive sur le geste. Alors, qu'appelle-t-on déjà une craniectomie décompressive? En fait, c'est d'ouvrir, de faire un volet osseux, généralement qui doit être suffisamment large, en général 12 cm minimum de diamètre antéro-postérieur au niveau de la fosse temporale. Ça veut dire on regarde l'ischémie de l'ACM. Alors, ce volet doit être large, c'est un des critères les plus importants de la réussite, parce qu'un volet qui n'est pas large peut même aggraver parfois la situation. On fait généralement une ouverture de la dure mère et puis une expansion durale large, ce qui va permettre un petit peu au cerveau on va dire, de se projeter légèrement en dehors de la boîte crânienne. Bien sûr, ça va permettre d'éviter en tout cas le processus d'herniation au niveau des orifices de la base du crâne. Bien entendu, souvent, on fait une cranioplastie qui peut être assez fréquemment à distance. Alors, c'est un geste qui, bien sûr, aussi s'accompagne de quelques complications, telles que des complications infectieuses ou hémorragiques. Certains patients peuvent avoir, si on ne met pas le volet, un risque un petit peu d'un syndrome qu'on appelle le sinking skin flap syndrome, où lorsque la pression atmosphérique est plus importante que la pression intracrânienne, ce qui est parfois possible, ça pourrait donner une sorte de céphalée positionnelle, voire même d'hernie secondaire. Alors, le geste permet de sauver beaucoup de patients, mais on va en discuter quelles sont véritablement les indications. Alors, avant de passer un petit peu des essais cliniques et quel est le rationnel de cette chirurgie, un petit rappel un petit peu de score Rankin modifié, parce que c'est à la base un petit peu de la réflexion de ce qui va venir. Alors, vous le savez, vous le connaissez tous, ce score, c'est juste pour rappeler que c'est un score sur, on va dire, 7 degrés de gravité, de 0, il n'y a pas de symptômes, et 6, c'est des personnes qui décèdent. Et lorsqu'il s'agit de 1 à 2, on va dire c'est un pronostic fonctionnel qui est bon. Alors, si on prend le 3, c'est un handicap modéré, mais les patients peuvent marcher tout seul. À partir de 4, le patient a on va dire une atteinte qui est sévère, il peut pas marcher sans assistance. Avec 5 de score, souvent c'est des patients qui malheureusement sont cloués au lit, incontinents, et c'est important de connaître un petit peu cette stratification parce que, je vous le dis d'emblée, opérer un patient et éviter une mortalité et le projeter dans un handicap sévère, cette notion doit être bien analysée parce qu'elle est à la base un petit peu des difficultés d'indication de cette chirurgie. Alors, quel est le rationnel de cette technique? Je vais discuter seulement les 3 grands essais cliniques pilotes. L'essai néerlandais Hamlet,
et l'essai allemand Destiny et puis l'essai français Décimal. Alors, si on voit un petit peu les critères d'inclusion de ces 3 essais cliniques, bah, c'est généralement des patients qui ont un âge inférieur à 60 ans en général, et que le deuxième critère pour faire une craniectomie, c'était un délai généralement moins de 48 heures par rapport à l'installation de l'AVC. L'essai Hamlet, c'était même jusqu'à 4 jours, on va en discuter. Alors, bien entendu, il fallait que la clinique soit sévère, avec un score INIH plus supérieur à 16 pour l'hémisphère mineur et 21 pour l'hémisphère majeur. C'est pareil un petit peu pour tous les essais cliniques. Alors, il y a un critère intéressant et important, c'est qu'il faut que le patient doit avoir une atteinte de la conscience. Ça veut dire, c'est pas des patients qui ont des formes sévères alors qu'ils sont totalement conscients. Ils doivent avoir au moins une perte d'un point sur sous-item conscience. C'est parmi aussi les critères et probablement aussi à base de l'indication. Il faut voir qu'on est effectivement devant un AVC qui est assez important. Il y a des critères soit scanographiques, soit en IRM, tels que ça a été discuté. Alors, je vous montre un petit peu les résultats de l'analyse un petit peu poulée de ces 3 essais cliniques, tels que ça a été présenté. On va essayer de voir un petit peu dans les détails comment la craniectomie décompressive pourrait changer l'évolution, je dirais pas naturelle, mais l'évolution avec un traitement médical sans faire la chirurgie. Alors, si on prend les patients qui n'ont pas été opérés pour généralement un AVC sylvien malin, bah, on aura 71% de décès. C'est le score MRS 6, c'est le décès. Bah, généralement, 5% sont cloués au lit. 4%, ils ont un handicap assez important, ils nécessitent l'assistance pour la marche. 19%, ils ont un handicap, on va dire, modéré, mais ils peuvent marcher. Et seulement 2%, ils peuvent, on va dire, avoir une certaine autonomie avec un certain aide. C'est important de dire qu'il y a peu de patients, voire même aucun patient qui devient asymptomatique et un handicap léger. Alors, si on opère les patients, la première remarque, c'est que on réduit de façon très importante la mortalité, puisque de 71%, on passe à 22%. Donc, ça veut dire on opère 2 patients, on évite le décès pour un des patients. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir où ces patients chez qui on évite la mortalité sont où placés. Bah, d'abord, on augmente la chance, globalement, on double la chance d'être autonome, ce qui est intéressant. Alors, aussi, on augmente le risque d'avoir un handicap, on va dire, modérément sévère et des patients qui nécessitent de l'aide pour marcher, alors que, en général, on n'augmente pas le risque d'avoir des patients qui sont cloués au lit. Et donc, c'est des résultats qui sont clairement très intéressants parce qu'au-delà de la réduction de la mortalité, bah, on réduit l'handicap et on n'entraîne pas d'handicap majeur. Mais bien entendu, en connaissant et en respectant exactement les critères d'inclusion. Alors, c'est pareil si on voit un petit peu l'âge, que ça soit moins de 50 ans, plus de 50 ans, c'est efficace, il n'y a pas de différence. Le délai de la chirurgie, il faut en général que ça doit être moins de 48 heures, parce que si on dépasse 48 heures sur l'essai Hamlet, il n'y avait pas d'intérêt à faire cette intervention, et bien entendu, avant d'avoir les signes importants. Alors, est-ce que dominant, ça ne doit pas être un critère de choix dans la mesure où même l'aphasie s'améliore au traitement. Alors, on sait que l'âge moins de 60 ans, c'est un critère qui est important, mais finalement, ça ne représente pas, on va dire, le pool des patients les plus importants. On sait que les AVC, c'est surtout plus de 60 ans. Il y avait une étude qui essayait de voir chez des patients au-delà de 60 ans, c'est l'étude en Destiny 2, c'est l'extension, c'est pas une extension, mais une étude qui a pris une moyenne d'âge de 70 ans. Et là, les résultats, c'est tout différent. Certes, on réduit la mortalité de moitié, mais on crée de l'handicap dans la mesure on double, voire même on augmente de façon beaucoup plus importante les patients qui vont être un petit peu, on va dire, cloués au lit, où ils ont un handicap sévère, et c'est toute la complexité de l'approche. Chez les patients au-delà de 60 ans, c'est l'étude
Alors, il y a toute la complexité de la prise en charge des patients au-delà de 60 ans. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est recommandé. Au-delà de 60 ans, on semble créer de l'handicap majeur et ça pose des problèmes éthiques. Alors, il ne faut pas oublier que l'indication de la craniectomie dépend aussi de ce qu'on a comme thérapeutique de recanalisation. Là, c'est une étude qui avait montré un petit peu que à partir de 2014, la thrombectomie mécanique, une fois les grands essais cliniques publiés, il y a une augmentation importante, bien sûr, de la pratique de cette thrombectomie mécanique avec un déclin on va dire, de l'hémicraniectomie à partir exactement de cette date. Alors, pour les centres, bien sûr, qui ne font pas de thrombectomie mécanique, ils ont probablement encore de beaux jours devant eux pour pratiquer de la craniectomie. Ça pourrait sauver des vies. Alors, rapidement, en quelques minutes, je vais vous donner un petit peu quelle est notre petite expérience avec la craniectomie. Alors, on a essayé de mener une étude sur 2 ans. On a inclus les patients finalement qui ont exactement le même critère d'essai clinique, d'inclusion des essais cliniques. On a évalué la mortalité de l'handicap à 6 mois et pour voir est-ce qu'on a été efficace, on a essayé de comparer avec une présumée évolution naturelle sans chirurgie, c'est-à-dire on a pris les patients, on s'est dit si on l'avait pas opéré, qu'est-ce que ça allait donner? Et puis je vais essayer un petit peu de voir quelles sont les difficultés qui peuvent être inhérentes à notre contexte. Alors, en 2 ans, on a vu 2485 patients qui avaient une ischémie cérébrale. Si on voit les scores plus de 16, on tombe à 148, ce qui fait un chiffre de 6%. Si on prend les patients qui sont arrivés dans un délai moins de 48 heures compatible avec la chirurgie, on tombe à 1,8%. Et si on prend l'âge moins de 60 ans, donc c'est finalement seulement 0,6% de l'ensemble des AVC. Dans la littérature, c'est à peu près 1%. On a opéré seulement 7, ça veut dire on a opéré la moitié à peu près de ce qu'il fallait opérer, mais on a appris beaucoup de choses par rapport à cette expérience. Là, juste pour vous montrer un petit peu les patients, comment ils étaient après la chirurgie, après la craniectomie décompressive. Alors, quels sont nos résultats? Alors, à 6 mois, sur les 7 patients, on a eu 3 décès. On a eu 2 patients avec handicap modérément sévère et 2 patients avec handicap ou pas d'handicap. Alors, si on le compare avec la même série, si on n'avait pas opéré ces patients, on a finalement sauvé 2 patients, qu'on les a balancés, un dans l'handicap modérément sévère et un dans l'absence d'handicap. Donc, on estime quand même que c'est des résultats qui sont bons par rapport à la littérature. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelques patients décédés, malheureusement pour sepsis, ça aurait été mieux, ça pourrait être sauvable, et que inutile de vous rappeler la difficulté un petit peu de prendre des décisions en urgence et de s'organiser en équipe multidisciplinaire, et parfois ce problème aussi de voler qui a été sacrifié chez beaucoup de patients. On est resté avec des patients qui doivent être réopérés. D'ailleurs, ils vont être réopérés avec la mise en place d'une cranioplastie. Alors, il me reste, je pense, 5 minutes. Je vais essayer un petit peu juste de montrer quelques aspects intéressants. Alors, tout ce qu'on a vu, c'est finalement des résultats basés sur des essais cliniques où la réflexion est faite sur des scores physiques. Mais qu'en est-il un petit peu du vécu, de qualité de vie des survivants? C'est intéressant de savoir cet aspect. Et là, je vous ai montré une des publications d'un patient qui est médecin, anesthésiste cardiaque, qui a eu un AVC sylvien malin sur une dissection carotidienne. Et puis, elle a subi, entre autres, une craniectomie décompressive. Et les choses, c'était vraiment compliqué. Et même son épouse n'a pas pu autoriser une possibilité de ressuscitation. Mais finalement, ce patient a pu s'en sortir et il a raconté dans cet article quel est le vécu de sa nouvelle vie après un AVC sylvien malin qui a subi une craniectomie. Et il dit de façon sûre que cette vie que je mène, c'est sûr que c'est pas celle que j'ai voulu, mais finalement, cette vie, il vaut la peine d'être vécue. Et ça, c'est important, cette notion de ce qu'on appelle le disability paradoxe, c'est que souvent, nous, les médecins et les familles,
ils voient un petit peu le handicap comme étant quelque chose d'important, alors que le vécu des patients, il est vraisemblablement différent, dans la mesure où souvent le patient accepte assez bien son handicap et le vit bien par rapport à ce qui est vu et ce qui est évalué par un évaluateur externe. Alors, aussi, cette étude, il a essayé de voir quelles étaient la qualité de vie des patients, les survivants après une craniectomie décompressive. Je vous donne un petit peu globalement les conclusions. Certes, il y a plus de la moitié des survivants qui ont une dépression. Si on la compare à peu près avec le 1/3 des patients survivants après un AVC, toutes formes confondues, il y a un sur-risque de dépression, mais les 2/3 quand même sont satisfaits de leur vie et ne regrettent pas d'avoir fait le geste et ils sont prêts à redonner leur consentement pour faire ce geste. Je rappelle qu'on est dans des cas de figure où les critères d'inclusion sont bien respectés. Aussi, il y avait des études qui ont montré que, par exemple, la perception d'handicap est différente selon les pays européens. Les Américains, ils ont une mauvaise perception des médecins par rapport à l'handicap. Il est beaucoup moins, et beaucoup plus toléré par les médecins en Asie. Et même, par exemple, cette étude, il a comparé la réflexion du neurologue versus neurochirurgien. Souvent, le neurologue, il a une réflexion assez optimiste pour l'handicap, à la différence du neurochirurgien, qui veulent généralement, ils discutent et ils émettent l'argument que des patients vont être sévèrement touchés, notamment par rapport à l'aphasie, et d'où cette réticence pour opérer certains patients. Je pense que c'est l'avant-dernière diapositive, juste pour vous dire qu'il y a certaines équipes qui actuellement, au lieu de faire une craniectomie, ils font une chirurgie un peu particulière qu'on appelle la stroquectomie, et ils partent un petit peu pour enlever seulement la nécrose parenchymateuse sans faire de volet, sans avoir la nécessité de refaire un autre volet, une cranioplastie par la suite. Et ça semble être quelque chose d'intéressant. Il améliore de façon très nette le vécu après que les patients survivent. Seulement 39% de mortalité, ce qui est quand même très intéressant par rapport à, seulement 12% un petit peu de mortalité par rapport à l'hémicraniectomie, mais c'est des équipes, il y a 3 ou 4 équipes qui pratiquent cette technique qui est probablement intéressante à savoir pour un avenir proche pour pouvoir proposer ces patients. Alors, rapidement, quel est le contenu de l'information à dire aux patients? D'abord, probablement, il faut leur dire à la famille, parce que le patient, souvent, il est inconscient, il n'a pas pu donner ses directives anticipées. D'abord, c'est de dire que la craniectomie décompressive, elle réduit très nettement la mortalité. Ça, c'est une donnée qui est acceptée et bien connue à travers les essais cliniques. Alors, il faut bien sûr leur dire qu'il y a un sur-risque d'avoir un handicap neurologique qui est toutefois invalidant, ça peut être invalidant, mais si on voit la qualité de vie des patients, les survivants, généralement, ils ne regrettent pas d'avoir été opérés. Et puis, leur dire qu'on double quand même la chance d'avoir une survie sans séquelles ou avec peu de séquelles par rapport à une évolution sans chirurgie. Bien entendu, dans la situation d'urgence, on connaît la complexité de la prise de décision qui doit être toujours collégiale entre neurologue, neuroanimateur et neurochirurgien. Et il faut bien sûr aussi discuter avec la famille qui doit donner, je dirais pas son accord, mais il doit être informé tout en sachant qu'il ne faut pas leur laisser le choix parce qu'ils n'ont pas suffisamment la réflexion pour mener à toute seule cette décision de faire une craniectomie décompressive. Alors, en pratique, et je pense que c'est ma dernière diapositive, alors, comment on fait en pratique? Alors, devant un AVC sylvien de l'artère cérébrale moyenne, alors, bien entendu, s'il a âge moins de 60 ans, et au cas par cas, c'est au-delà de 60 ans, lorsque la clinique est sévère, lorsqu'on est avant 48 heures, lorsqu'on a pu calculer un volume de diffusion au-delà de 145 cc ou lorsqu'il y a des anomalies précoces sur le scanner qui dépassent 50% du territoire de l'ACM, un troublet vigilance est obligatoire généralement pour l'indication, mais le juste nécessaire et non pas des troubles de la vigilance liés à l'aggravation sur une hernie. Donc, c'est vraiment le facteur le plus important, c'est qu'il faut avoir suffisamment d'altération de conscience qui témoignent finalement de la gravité de la situation, mais pas
une atteinte plus sévère avec un engagement avec de la midriase et auquel cas ça ne serait pas utile d'opérer ces patients. Si les patients ils ont l'indication moins de 4 heures et demie avec la possibilité de faire une thrombolyse intraveineuse, il faut la faire. Moins de 6 heures avec une thrombectomie mécanique et peut-être jusqu'à 24 heures si on respecte les critères de certains essais cliniques. Ce n'est pas souvent le cas. Et donc, souvent, ce genre de patient, il faut vraiment être proactif pour faire une craniectomie décompressive associée bien sûr aux thérapeutiques anti-œdémateux. Alors, ma dernière diapositive, juste pour situer que la craniectomie sur les nouvelles recommandations, si on fait un résumé de ce qu'on a dit, ça veut dire que les patients qui doivent avoir une craniectomie décompressive, c'est surtout moins de 60 ans, avant 48 heures, avec une expansion de la dure-mère, ça paraît quelque chose de tout à fait raisonnable de proposer cette technique. Si les patients ont plus de 60 ans et au-delà de 48 heures, dans ce cas, il faut au cas par cas, ça pourrait être considéré, mais ce n'est pas quelque chose qui est vivement recommandé. Et voilà, c'était ma dernière diapositive. Je vous remercie.